92e minute de jeu hier soir, Trajkovski frappe et envoie la Macédoine en barrage contre le Portugal. Les champions d'Europe italiens sont à terre. Surtout, la Squadra Azzurra loupe son deuxième mondial de suite. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, même si je vous avoue que j'ai déjà connu des jours footballistiques bien meilleurs. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Italie. C'est pas une vidéo qui était prévue, forcément. Je m'attendais pas à un tel scénario. Mais vous avez vu hier soir, l'Italie s'est inclinée 1-0 contre la Macédoine et va donc louper son deuxième mondial d'affilée. Première fois de l'histoire que ça arrive. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'habite actuellement en Italie. Je suis d'origine italienne, donc j'ai un fort attachement avec cette sélection. Donc voilà, je suis assez choqué, assez surpris, assez triste également. Mais voilà, on va essayer de revenir aujourd'hui calmement sur plusieurs points. Je n'ai pas préparé grand chose, mais on va revenir sur plusieurs points. D'abord, on va parler du match, une analyse rapide pour comprendre ce qui s'est passé. On va faire une revue de presse ensuite. Je vous ai préparé quelques revues de presse de la part des journaux italiens. Et puis ensuite, pourquoi c'est si choquant, pourquoi cette élimination, elle est encore plus difficile à encaisser que celle en 2017, 9 mois après avoir gagné l'Euro 2020. Donc ça, voilà, on va en parler de ça. Voilà pour le programme de la vidéo. Alors l'analyse du match, c'était le scénario attendu, c'est-à-dire qu'on avait une équipe italienne qui était largement supérieure et qui est supérieure sur le papier, avec de meilleurs joueurs, etc. Une équipe italienne qui domine, qui a la possession, 16 corners à 0, 35 tirs à 4, bref, des stats largement en faveur de l'équipe italienne. Mais en face, on avait une équipe macédonienne qui solidement et vaillamment a défendu sa surface, son but, et puis devait faire preuve de réalisme pour l'emporter. Et voilà, c'était un schéma assez attendu, une équipe un peu recroquevillée qui part en contre-attaque, qui doit exploiter ses coups à fond, et une autre qui domine outrageusement et qui doit marquer le plus rapidement possible. Sur Twitter, je vous le mets quelque part ici ou ici, j'avais dit justement que plus le temps passera, plus ça jouera pour la Macédoine. Et on l'a vu hier. L'Italie, comme face à l'Irlande du Nord, n'a pas réussi à ouvrir le score rapidement. Et dans ce genre de match, plus tu n'ouvres pas le score rapidement, plus tu doutes et plus l'adversaire en face il prend confiance. Et c'est le scénario qu'on a eu hier soir. Alors, la Macédoine était obligée de jouer comme ça. En plus, son meilleur joueur, Elmas, était suspendu. Mais je veux dire, si elle jouait à armes égales contre l'Italie, elle perdait. Il fallait verrouiller les espaces, il fallait absolument ne pas laisser d'espace aux attaquants italiens. Il fallait aussi bien défendre, avoir un petit peu de chance aussi pour espérer que les Italiens loupent leur occasion. Et puis c'est ce qui s'est produit. Donc voilà, bravo à la Macédoine qui sort un exploit monumental. Je crois qu'ils ont 2 tirs cadrés dans le match. Ça fait un but. Voilà, c'est du réalisme, c'est du sang-froid, du réalisme assez incroyable. Et puis ça arrive à la 92e minute de jeu. Donc c'est absolument incroyable. Alors, on va parler des joueurs italiens avec ce qui est vraiment c'est la désillusion totale parce que le groupe en soi n'a pas énormément changé par rapport à l'Euro. On avait d'ailleurs un trio d'attaque Immobile, Insigne, Berardi qui était le trio titulaire du début d'Euro avant l'explosion de Chiesa. Je pense que c'est la dernière fois de l'histoire de la sélection italienne qu'on a vu ce trio sur le terrain. Je pense même que c'est la dernière fois de l'histoire qu'on a vu 2 de ces 3 joueurs sur le terrain. Insigne a fait un match catastrophique. Catastrophique. J'ai rien d'autre à dire sur le match d'Insigne, tellement c'était catastrophique. Il a tout loupé. Les frappes, les passes, les corners, tout loupé. Berardi a vendangé énormément d'occasions. Je me demande encore sur cette occasion-là comment c'est possible que ça fasse pas but. Voilà, ça j'arrive pas à comprendre. Je me suis endormi en me demandant comment c'est possible qu'il n'y ait pas eu but. Voilà, donc ça c'est une énorme occasion, bien sûr. Mais Berardi a eu le mérite au moins de percuter, de frapper, mais il a beaucoup vendangé. Puis en face, et puis le dernier attaquant, Ciro Immobile. Alors lui, c'est un mystère inexpliqué de la nature. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire de Ciro Immobile. Alors, c'est pas possible d'avoir 2 personnalités différentes en tant que footballeur. Alors, il y a des joueurs bien sûr qui performent en sélection et moins en club. D'autres qui performent beaucoup en club, mais pas du tout en sélection. Mais alors lui, c'est le vide abyssal entre la Lazio et l'équipe italienne. Il n'a rien fait du match. Contrôle loupé. Il n'a pas tiré, j'ai pas le souvenir de frappe, ou alors de frappe écrasée absolument affreuse. Et je veux dire, il n'a pas joué contre la défense belge, portugaise, espagnole, française. Sans manquer de respect à la Macédoine bien sûr, mais il a été inexistant. C'est le meilleur buteur de la Serie A, vous vous rendez compte? Il a été inexistant. Donc, je comprends pas vraiment et je pense que c'était son dernier match ce soir. D'ailleurs, on parle de retraite internationale pour Acerbi, Chiellini.
Insigne, de toute façon il va partir au Canada donc il sera quasiment plus sélectionné, et Ciro Immobile. Match à oublier pour l'équipe italienne, mais on l'a vu, il a manqué Chiesa, c'est évident. Il a manqué Chiesa, pas de profondeur, pas d'appel, pas de percussion, pas assez de vitesse, il manque Chiesa. C'est simple, c'est évident. Mais celui qui a été exceptionnel de la première à la 90e minute de jeu, c'est Marco Verratti. Ça a été un match exceptionnel de Verratti. Son mois de mars est catastrophique, je suis désolé pour lui, mais il a été exceptionnel. C'est le seul qui méritait d'aller en barrage, qui méritait d'aller en Coupe du Monde. Il a été exceptionnel sur récupération, dans la technique, dans les passes, dans les transversales. Il n'a pas perdu un ballon du match, Verratti. Il n'a pas perdu un ballon. Il a récupéré je ne sais pas combien de ballons. Enfin, c'était un joueur exceptionnel. Quel gâchis. Vraiment, c'est un gâchis énorme parce que j'ai vu passer cette stat. Il avait 21 ans lors du dernier mondial. Il en aura 33 si l'Italie se qualifie en 2026. Quel joueur exceptionnel, quel joueur de football et quel gâchis. Voilà, je suis vraiment triste pour lui. La défense, j'ai pas grand chose à redire en fait. Bastoni a fait un superbe match, Florenzi a fait un superbe match. Voilà, ce qui manque aussi sur l'Italie, c'est un côté gauche. On a vu l'absence de Spinazzola, elle est visible, mais comme pas possible. Spinazzola, on l'a vu lors de l'Euro, c'est un joueur phénoménal. Voilà. Et puis on va parler un petit dernier mot de Donnarumma. Donnarumma, la frappe d'hier à l'Euro 2020, je peux vous assurer qu'il l'attrape. Voilà. Mais il n'a rien eu à faire du match, mais ce qu'il devait le faire, il ne l'a pas fait. Donc voilà, mois de mars difficile pour lui. Après, c'est en élimination avec le PSG. Voilà, je suis assez abasourdi, mais voilà ce qu'on pouvait dire sur l'équipe d'Italie. Sur l'analyse du match, qui est en soi plusieurs faillites individuelles qui entraînent une faillite collective. La faillite individuelle, la majeure pour moi, c'est l'attaque. C'est Immobile, Insigne, Berardi, ça a été catastrophique. Je me demande encore comment c'est possible que l'Italie ait pu gagner l'Euro avec Ciro Immobile. Voilà. Donc ça, c'est pour l'analyse du match. Maintenant, on va faire une petite revue de presse. Je vous sors les journaux. Alors, ce qui est dit en Italie, bien sûr. D'abord, on va voir la une de Tuttosport. Non, voilà. Ça représente bien le sentiment italien. On peut voir aussi Caro Citti non te ne andare, ça veut dire en gros, cher entraîneur, ne t'en va pas. Parce qu'il y a le débat, est-ce que Mancini va rester? Est-ce que Mancini va partir? On sait qu'il pourrait poser sa démission après le match contre la Turquie. Voilà. Mais Tuttosport veut garder Mancini. Je suis plutôt de cet avis aussi, mais on verra. La une du Corriere dello Sport, all'inferno, en enfer. À Palermo vince la Macedonia, à Palerme gagne la Macédoine, élimination choc, Mancini, delusione immensa. Des illusions immenses, on passe ensuite à la Gazzetta dello Sport, fuori dal mondo, en dehors du monde, dehors du monde, exclu du monde on pourrait dire. Mancini distrutto, Mancini détruit, démission, ci devo pensare, voilà, on va devoir y penser. Et puis même la presse généraliste réagit à l'élimination italienne avec le Giornale ou encore La Stampa. Voilà, la presse généraliste qui titre « Humilié, une honte nationale » ou encore « Un désastre ». Voilà, c'est les sentiments qui ressortent en Italie, une tragédie, une nouvelle traversée du désert qui s'annonce pour cette équipe italienne qui va donc louper un deuxième mondial de suite. Alors pourquoi c'est encore pire qu'en 2017 ? La raison est simple, c'est qu'on pensait avoir retrouvé l'Italie. On pensait avoir retrouvé une nationale conquérante qui joue bien et qui a du talent. Et elle en a du talent. C'est ça qui est le plus terrible. C'est qu'on passe d'une équipe qui gagne l'Euro, 9 mois après, elle est éliminée d'une nouvelle Coupe du Monde. Et du talent, elle en a. En 2017, le groupe, il est nul. Je ne vais pas vous mentir, le groupe italien est mauvais. C'est pas un bon groupe. Il n'y a pas de bons joueurs, il y a un trou générationnel, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. En plus, il y a un entraîneur, Gianpiero Ventura, aucune expérience. On sait pas on n'a toujours pas compris en Italie comment lui est arrivé à la tête de cette sélection italienne. Et aujourd'hui, on retrouve les mêmes choses. Mais le gâchis est immense parce que en Italie, aujourd'hui, il y a des talents, il y a des joueurs de football, il y a une équipe. On l'a vu lors de l'Euro, il y a une équipe, c'est indéniable. Il y avait du talent. Verratti, Chiesa, Tonali, je peux vous citer aussi des plus jeunes encore, Pobega, Fratesi, Fagioli.
Zaccagni, Scamacca, Zaniolo. Et là, le gâchis est immense parce que cet effectif-là, il n'était pas là en 2017. Il n'y avait pas cet effectif-là. Donc le gâchis est immense parce que on prive des joueurs exceptionnels, de jeunes joueurs à en devenir, des pépites, d'un nouveau mondial, d'une nouvelle chance de s'exprimer. Et c'est un gâchis parce qu'il faut aussi comprendre la situation. C'est un gâchis parce qu'en 2017, l'Italie est dans le groupe avec l'Espagne. Mais il n'y a rien à dire, l'Espagne est plus forte. L'Espagne s'impose 3-0 contre l'Italie dans le match de qualification, ce qui fait que l'Espagne termine en tête, l'Italie est deuxième et envoyée en barrage. Mais en 2017, l'Espagne est beaucoup plus forte que l'Italie, il n'y a pas de débat. Donc l'Italie, elle était destinée à aller au barrage en fait. Elle était quasiment destinée, il fallait passer par les barrages pour se qualifier. En 2021, en 2021-2022, je vous le dis honnêtement, elle s'est mise dans la sauce toute seule. Elle s'est mise dans la sauce toute seule. Si elle ne va pas au mondial, c'est sa faute. Elle s'est sabordée littéralement toute seule. Jorginho, je vous l'avez vu dans le vlog, Italie-Suisse, 92e minute de jeu, Jorginho envoie le penalty au-dessus contre la Suisse. S'il met ce penalty, l'Italie va au mondial. L'Italie s'est sabordée toute seule. Lors du dernier match contre l'Irlande du Nord, elle n'est pas capable de marquer pour terminer en tête du groupe. Voilà, c'est inexpliqué et inexplicable. C'est difficile de mettre des paroles dessus, mais le gâchis est immense. Parce qu'en 2017, oui, on se dit, l'Italie devait peut-être passer par là pour se refonder, se reformer. Devait être passé par là parce que l'Espagne était tout simplement plus forte. Mais aujourd'hui, pourquoi l'Italie a dû passer par les barrages? Pourquoi? À cause d'elle-même, pas à cause d'une autre équipe plus forte, à cause d'elle-même. Et aujourd'hui, l'élimination est dure à encaisser parce que c'est un choc. Mais maintenant, la question qu'il faudrait se poser, c'est peut-être aller plus largement. Est-ce que le championnat d'Europe 2020, l'Euro 2020, n'est pas qu'une parenthèse dorée dans ce marasme italien? Parce que on a toujours le même problème de mentalité. Pourquoi on ne fait pas confiance en nos jeunes dans le championnat italien? Pourquoi on est toujours obligé d'acheter des joueurs étrangers? L'arrêt Bosman, qu'on va étudier sur la chaîne, a littéralement tué la Serie A. Pas que, bien sûr, tous les autres championnats, mais en particulier la Serie A. Pour la deuxième année consécutive, il n'y a pas de club italien en quart de finale Ligue des Champions. Voilà, il faut réfléchir à ça. Les stades italiens, c'est des stades vétustes, issus des années 90, pour la Coupe du Monde 90. Pas de stade moderne, ou des projets qui commencent à germer. Et puis voilà, comment on passe d'un championnat et d'équipe qui dominait tout le football, l'Italie, c'était une Coupe d'Europe quasiment toutes les années, dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. Le dernier sacre italien en Europe, d'un club italien en Europe, c'est l'Inter, Ligue des Champions 2010. Donc voilà le problème. Est-ce qu'il n'y a pas une refonte beaucoup plus globale qu'il faut faire? Mais pas au niveau de l'entraîneur. Ok, on a changé Ventura, on a mis Mancini, mais au niveau au-dessus. Est-ce qu'il ne fallait pas réformer littéralement les institutions, faire confiance envers les plus jeunes? J'ai l'impression que le football italien a pris beaucoup de retard par rapport à d'autres pays européens. Et aujourd'hui, la réalité est mise en face. Elle est mise en face. L'Italie n'est pas au mondial une deuxième année consécutive. C'est un gâchis total. Donc le problème est important et je me demande quel sera le futur de cette sélection. Alors, sur le papier, je ne me fais pas de soucis. Il y a un futur radieux au niveau de l'effectif, au niveau des joueurs. Maintenant, au niveau au-dessus, au niveau du football italien, plus généralement, qu'est-ce que ça va devenir? Deux interrogations que j'ai. Que va faire Mancini? On aura la réponse bientôt. Je ne suis pas pour qu'il démissionne parce qu'il a fait un travail fou et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Même si ce qui s'est passé hier, c'est une faute professionnelle, de sa part d'ailleurs, hein, parce que mettre Zaniolo, Scamacca, Zaccagni en tribune, franchement, c'est incompréhensible. Maintenant, je ne sais pas si c'est la bonne solution qui démissionne, surtout qu'après, qui mettrait-on à sa place? On parle d'un duo Cannavaro-Lippi. Alors pour ceux qui se souviennent, Lippi c'était le sélectionneur vainqueur en 2006 et Cannavaro le capitaine. Donc on ressortirait un Lippi qui est à la retraite depuis 2-3 ans, avec Cannavaro, donc en fait c'est la vieille école quoi. Cannavaro qui était en Chine et qui n'a pas du tout performé en tant qu'entraîneur. Donc c'est le flou total. Puis j'ai une pensée aussi à tous les Italiens là, qui sont avec moi, qui sont
dans la ville de Florence, mais qui sont ailleurs bien sûr, notamment aux jeunes Italiens qui ne connaîtront toujours pas l'Italie en Coupe du Monde. C'est ça qui est assez exceptionnel, on parle de l'Italie. Alors bien sûr, il y a des millions d'enfants qui ne connaîtront pas leur pays en Coupe du Monde, mais quand on parle de l'Italie, on parle forcément de Coupe du Monde. L'Italie, c'est 6 finales de Coupe du Monde, 4 gagnées, 2 perdues. Mais c'est ce que j'ai vu dans un article ce matin. Il y a une mère qui dit « Mon enfant ne verra toujours pas l'Italie en Coupe du Monde ». Prenons l'exemple de quelqu'un qui est né en 2006, donc qui n'a pas vu 2006, qui avait 4 ans en 2010, mais qui en soi n'a pas beaucoup de souvenirs, qui avait 8 ans en 2010, donc en 2014, pardon, donc qui a peut-être un peu de souvenirs, mais c'était une Coupe du Monde ratée, qui ne connaît pas 2018, qui ne connaîtra pas 2022. Donc potentiellement, la prochaine Coupe du Monde où il verra l'Italie, il aura 20 ans. Et en gros, ce sera peut-être sa première. Nous, à 20 ans, on a connu la France championne du monde. Hein. Vous voyez la différence? L'Italie n'a gagné qu'un seul match en Coupe du Monde depuis 2006. En gros, ça va être un succès en 20 ans. C'est hallucinant. On parle de l'Italie quand même. On parle d'un monument du football mondial. Le blackout total, c'est assez hallucinant. Et ça se produit sur la plus grande scène du football mondial. Donc, je ne sais pas quoi dire. Voilà ce que je pouvais dire sur l'analyse de match, la revue de presse et puis le gâchis. Parce que c'est vraiment un gâchis. Je considère que c'est du gâchis. Mais voilà, il va certainement falloir refonder le football italien, mais beaucoup plus profondément. Il va falloir un changement total de la mentalité pour permettre à l'Italie de revenir. Mais voilà, on le sait, la France a loupé 90-94 avant de gagner 98. Le football, ça passe par des moments de doute, des moments d'échec et de grands succès. Et on a vu que le football, ça peut aller très vite. Tu peux passer de champion d'Europe à éliminer du mondial. Une deuxième fois consécutive. Et c'est dur aujourd'hui pour l'Italie, mais peut-être que ça amènera un futur radieux. Alors, il y a des choses qui me font atténuer ma peine. Bien sûr, d'abord, le fait que je pense que l'Italie ne manquera pas la plus grande Coupe du Monde de l'histoire. Voilà, on sait que c'est une Coupe du Monde controversée, on aura l'occasion d'en parler. Et surtout, en novembre-décembre. Alors, je ne sais pas encore comment ça va, je ne cherche pas j'essaie d'un peu d'atténuer la peine, mais je ne vais pas non plus rabaisser cette Coupe du Monde. Mais ça m'a quand même, je pense que ça va quand même être assez différent d'une Coupe du Monde classique. Puis de ce qui atténue aussi ma peine, c'est que je suis content pour mon ami Sonner du compte Football Macédonien FR. Voilà, que je salue. Voilà, bravo à ton pays. La Macédoine a joué crânement sa chance. Et puis voilà, c'est bien aussi d'avoir des pays qui vont pouvoir tenter d'aller découvrir une Coupe du Monde. Ce sera dur, il va falloir aller chercher un nouvel exploit contre le Portugal qui a battu la Turquie. Mais voilà, c'était un petit mot de fair play, parce que c'est important de garder l'esprit fair play. Et un petit mot pour le féliciter et pour féliciter la Macédoine. Voilà les amis, pour cette vidéo, c'est tout ce que je pouvais dire à peu près. J'ai pas grand chose à rajouter. Si vous avez quelque chose à rajouter sur l'Italie, sur les barrages de Coupe du Monde, sur ce que vous voulez, écrivez en commentaire. Cette nuit d'ailleurs se sont qualifiés l'Équateur et l'Uruguay pour la Coupe du Monde. On en avait parlé il y a quelques jours sur la chaîne. Donc la place de barragiste en Amérique du Sud va être assez impressionnante. C'est tout ce que je pouvais vous dire. J'espère vous retrouver la prochaine fois dans un contexte un peu plus sympa. D'ailleurs, on se retrouvera, je pense que ce sera la semaine prochaine pour le tirage au sort des poules de la Coupe du Monde. On fera une vidéo. Donc voilà, passez une très belle journée. Je l'espère, une journée ensoleillée. Prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao!